Alors, on va commencer par quelque chose. La première chose, donc déjà, quelque chose de, comment dire, euh, spécial, parce que j'ai décidé de changer de nom, pas Salomon Selam, ça je vais le garder, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai appelé ça, au début, tout au début, en 2000, l'analyse psychosomatique. Et ensuite, j'ai appelé ça la psychosomatique clinique et humaniste avec mon ami Jean-Jacques Lagardet, feu Jean-Jacques Lagardet. Et en écrivant ce livre sur les phobies, les tocs, les crises d'angoisse et autres, mais surtout, le sous-titre qui est pour moi le plus important, c'est la fusion-diffusion quantique et c'est une clé universelle de guérison. Et quand j'ai écrit ce livre, il y a une trentaine d'exemples, détaillés bien sûr, comme je fais d'habitude, et je me suis aperçu, et c'est ça qui m'a complètement étonné, je me suis aperçu que finalement, en parlant des phobies, en parlant des angoisses ou des tocs, etc., finalement, on arrivait toujours au même résultat. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation pour pouvoir dépasser cette histoire. euh, on était obligé de défusionner avec quelque chose. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. L'idée d'écrire ce livre-là m'est venue donc à suite à un atelier, un séminaire sur la psychiatrie. Et vous savez qu'en psychiatrie, moi, je commence toujours soft. Je commence toujours par les phobies, les tocs, etc. Alors, ce n'est pas vraiment psychiatrique dans la plupart des cas parce que ça n'interfère pas vraiment sur la vie quotidienne d'une manière énorme, sauf que dans quelques fois, ça peut prendre des proportions énormes et la personne devient obsédée. Et là, donc, on est carrément dans la psychiatrie puisque la personne, elle est en danger avec cette phobie, avec ces tocs, etc., etc. Donc, j'ai fait cet atelier de psychiatrie et d'habitude, quand je parle des phobies et des tocs et tout ça, allez, en 1 heure, 2 heures, c'est réglé. Et là, mais il y avait un monde incroyable qui me posait plein de questions sur les phobies et tout ça. Et comme on passait beaucoup de temps, j'ai dit, écoutez, les enfants, on va organiser, si vous voulez bien, un atelier plutôt thérapeutique, général, ouvert, et on va parler des phobies et tout ça. Alors, dans ma tête, on se voit une fois pendant 6 heures et c'était réglé. Non, là, c'était 3 fois pendant 6 heures avec des cas qui venaient de tous les côtés. Et là, j'étais vraiment étonné de voir la fréquence des gens qui étaient dans cette thématique, etc. Et donc, j'ai dû faire travailler mon cérébro, mon cérébro, mon cerveau à fond la caisse pour essayer de trouver des solutions, etc., etc. Et donc, je suis devenu quelque part très, très expérimenté dans tout ce qui est phobie, TOC, etc., etc. Mais il y avait un dénominateur commun, je m'en suis aperçu après. Il y avait un dénominateur commun que je vais vous expliquer parce que c'est le plus important. Et après, on verra les détails pour les phobies. Le dénominateur commun, c'est quoi? Toutes les guérisons, toutes les améliorations cliniques se sont faites après une augmentation du niveau de conscience par rapport à l'histoire conflictuelle de l'individu. C'était le dénominateur commun, c'est-à-dire que j'ai vu des guérisons, je dirais en direct entre guillemets, parce que on a eu des résultats assez incroyables, simplement en travaillant de cette manière-là, que je vais vous expliquer. Et surtout, il y avait ce dénominateur commun. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la fusion-diffusion quantique. Alors pourquoi quantique? Vous connaissez comme moi, donc moi, je ne connais rien du tout dans la physique quantique, hein, mais je me rappelle de mes cours de physique au lycée, et je me rappelle très bien que vous avez un noyau ici, et vous avez un électron qui tourne autour, comme ça, avec une certaine orbite. Et si vous voulez qu'il change d'orbite, qu'il aille plus loin, vous êtes obligé de lui donner
un petit coup, ce qu'on appelle un quantum d'énergie, c'est-à-dire une quantité d'énergie qui s'appelle H nu pour les professionnels. Et avec ça, bon, on l'éjecte et on le met à une orbite plus grande, plus large, plus lointaine. Mais moi, ça m'a fait tilt, ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, exactement, on fait exactement ça. C'est-à-dire, la personne vient, son problème, il est là, au niveau du noyau, elle tourne autour, elle tourne autour, elle tourne autour. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la thérapie? On lui donne une petite quantité H nu, tac, tac, elle s'en va et elle va voir sa problématique de plus loin, une orbite plus large. Ben, ça s'appelle une prise de conscience, euh, une augmentation du niveau de conscience. Donc, et ça m'a ouvert un truc complètement dingue. Et à chaque fois, la guérison est venue après une augmentation du niveau de conscience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le thérapeute, lui, il a la connaissance avec son expérience. Personnellement, c'est avec mes livres, mes cours, avec mes conférences, mes consultations, etc., en groupe ou en individuel. Mais pour toi, si tu es thérapeute, eh ben, c'est ton expérience de tous les jours avec quelqu'un, surtout donc les succès, mais aussi donc les échecs, surtout les échecs, on apprend beaucoup avec ça. Et la clé, elle est là. La clé que le thérapeute, lui, va donner son expérience, va exposer ses vues sur le symptôme et surtout expliquer à la personne comment ça fonctionne dans la tronche. Comment fonctionne l'être humain? Mais c'est pas comment fonctionne Monsieur Dupont ou Madame Dupont ou Monsieur Durand. Non, non, c'est comment fonctionne l'être humain. Et nous fonctionnons tous de la même manière. Et ça, c'est hyper important à savoir, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, excusez-moi d'être très carré comme ça, on fonctionne tous de la même manière grâce à notre système psychique de protection. Et dans les phobies, ben, c'est le numéro un. Et alors, on va parler de ça tout de suite. Alors, vous savez que au niveau général, nous rencontrons, nous vivons dans notre vie en tant qu'être humain, et nous avons des expériences très très sympathiques. Et là, c'est génial parce que c'est la joie, c'est le rire, c'est la gaieté, la félicité, tout ce que vous voulez. Et Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, lui, il avait trouvé quelque chose de fantastique. Il avait classé toutes les émotions, tous les sentiments, il les a classés en trois catégories. Les catégories qui sont autour de la joie. Eh bien, nous, après, avec les neurosciences, on s'aperçoit que quand je suis joyeux, eh ben, je vais sécréter des neurotransmetteurs de joie, de plaisir. Ocytocine, endorphine, dopamine, sérotonine, etc., etc. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne une pêche incroyable et une force incroyable. Après, il y a des émotions neutres. Et que, bon, ben, j'ai été à l'école, ça s'est bien passé, bon, j'en ai rien à foutre. C'est pas comme j'ai été à l'école et j'ai été agressé, et là, donc, c'est quelque chose d'autre. Et là, il y a des neurotransmetteurs normaux, les hormones normales, etc., dans des proportions normales. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est quand il y a un conflit psychique, c'est-à-dire une lutte intérieure de différentes manières, ok? Mais à la fin, il y a un déplaisir, il y a quelque chose de négatif. Et c'est ce qu'on appelle les hormones de stress, les neurotransmetteurs de stress qui sont adrénaline, acétylcholine. Donc, quand il y a un conflit psychique, une problématique, une injustice, une rancœur, des critiques, etc., ou un conflit qui nous prend comme ça totalement, qui est inopiné, à contre-pied, on va sécréter des hormones de stress, etc., etc. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, dans ce cas-là, il y a notre système psychique de protection qui se met en route tout de suite. Parce qu'on dépasse des seuils tolérables, et là donc, on va couper tout, et on va ce qu'on appelle inhiber, refouler. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. On va refouler. Mais le problème, que si on refoule, c'est pas parce qu'on refoule que le problème est réglé. Donc, même si c'est refoulé, ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui me disait, mais un lion, quand il est en cage,
il n'est pas dangereux parce qu'il est en cage, mais il est toujours dangereux au fond de lui-même. Eh ben, c'est la même chose pour ce conflit qui est refoulé. Et donc, on ne peut pas vivre avec cette énergie à l'intérieur de nous. Donc, il y a un processus que Freud a décrit, ça fait 130 ans qu'il a décrit ça, c'est ce qu'on appelle le trio protecteur de la psychosomatique. Ça, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Et le trio protecteur, c'est inhibition. Cette énergie est à l'intérieur de nous et va la déplacer et surtout, on va la projeter sur quelque chose grâce à un phénomène de conversion qui va utiliser le ressenti de la personne, la teneur de la situation pour traduire le conflit psychique en symptômes. Et ça, alors, j'ai travaillé sur une phobie, 2 phobies, 3 phobies, etc., sur 80 phobies, toutes les phobies obéissaient à ce système-là. On va les voir tout à l'heure, on va parler quelques phobies. Donc, pour moi, le plus important, c'était quoi? C'était que à chaque fois, il y avait dans ma main droite un objet particulier et dans ma main gauche, l'origine conflictuelle. Nous sommes là dans l'origine conflictuelle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une fusion, c'est-à-dire que je vais fusionner entre l'objet neutre sur lequel s'est portée la conversion et le déplacement et la projection, et de l'autre côté, vous avez la source conflictuelle. Et là, il y a une fusion. Mais ce qui se passe pour protéger l'individu, parce qu'on ne peut pas vivre avec ça dans la tête, c'est pas possible. On va être perturbé, surtout si on est enfant. On ne va pas croître normalement au niveau psychique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler ça un premier retournement. Vous allez voir uniquement ce qu'il y a sur la main droite, c'est-à-dire le symptôme, pour cacher derrière, qui est totalement visible, vous avez donc derrière l'origine conflictuelle. Et vous pouvez rester comme ça pendant toute votre vie. Et ce qui fait que la thérapie, c'est quoi? C'est un saut quantique au niveau psychique, c'est-à-dire augmenter le niveau de conscience. Et là, on fait ce qu'on appelle un second retournement pour voir l'origine psychique. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on pourra travailler dessus en fonction des caractéristiques du conflit, qu'il soit structurel, conjoncturel, etc., etc. Donc, alors, on va le refaire, tout ça. Mais c'est le même mécanisme. Et finalement, c'est ça qui est vous, parce que quand j'ai écrit ce livre-là, ça m'a sauté à la figure. Cette histoire de fusion, et pour s'en sortir, c'est une diffusion quantique avec une augmentation des niveaux de conscience. Mais après, je me suis dit, mais putain, mais c'est valable pour n'importe quel symptôme. Et j'ai écrit le second tome, il est déjà écrit, je suis en train de le terminer là avec les schémas. Et là, je parle de toutes les pathologies. Et donc, du coup, on est en face. Vous le vérifierez, c'est pas moi qui vais le dire. Moi, je pense que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'on est en face d'un mécanisme universel de guérison. C'est-à-dire que à chaque fois, on se fait avoir par une fusion, par un premier retournement, et on voit uniquement l'objet, c'est-à-dire le motif de consultation, comme une allergie. Moi, je vois que la crevette. Je suis allergique à la crevette, donc plus je vois la crevette, et plus je suis coincé avec ça. Alors que le problème derrière, c'est que représente la crevette et quelle est l'histoire, etc., etc. Là, ça, c'est le premier cas du tome 2. Donc, à chaque fois, on est confronté à ce mécanisme, on a une situation conflictuelle, on ne peut pas la supporter, on va l'inhiber, déplacer cette énergie, l'énergie avec une projection sur un objet particulier qu'on appelle ici l'objet phobique, et l'objet phobique, il a toujours un lien avec la situation conflictuelle. Le problème, c'est que je suis phobique à telle chose, ben je serai phobique toute ma vie parce que j'en ai besoin de ce symptôme. J'en ai besoin parce qu'il me protège. Et c'est pour ça que pour traiter les phobies, il faut changer un peu de logiciel, il faut augmenter son niveau de conscience et voir la réalité en face de mon histoire. Parce que, alors, une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase que j'ai prise de l'homéopathie. En homéopathie, on dit toujours
dans le discours de la personne, il y a toujours l'origine et la solution. Et bien, en psychosomatique quantique, c'est la même chose. Dans votre histoire, il y a toujours l'origine conflictuelle et la solution. Le seul truc, il faut voir le code, et c'est pour ça que l'expérience est importante dans ce cas-là. Donc, voilà où j'en suis arrivé. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ça. J'ai eu un déclic il y a quelques mois, donc. Et en 3 mois, le bouquin était écrit dans les grandes lignes. Après, bon, il y a toute la correction, etc., les erreurs et tout. Et surtout, il y a beaucoup de schémas dans ce livre. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns, hein, de schémas, pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut ce truc-là. Donc, voilà un petit peu. Donc, alors, je résume cette introduction qui m'a permis de faire un saut quantique aussi, personnellement. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le fonctionnement psychique de l'individu, de l'être humain, je ne sais pas pour les animaux, je ne connais pas, hein, mais pour l'être humain, Homo sapiens, il fonctionne comme ça. Et on peut appliquer cette manière de penser à tout, à n'importe quoi. N'importe quel symptôme, que ce soit un symptôme organique, fonctionnel, une croyance, un trouble comportemental, je me lave les mains 50 fois par jour. Alors dans le bouquin, il y en a des exemples de je me lave les mains, etc., les nettoyeurs, ce qu'on appelle. Hein. Euh, euh, un signe plutôt psychique ou psychologique, genre un désordre amoureux, une dépression, etc., etc. Et aussi un questionnement existentiel, quelque chose de plus éthique, philosophique, etc., etc. Et ça, donc, à chaque fois, on va utiliser la même chose. Et c'est pour ça que c'est un geste un peu universel. Et dans ce premier volume, dans ce premier tome, donc, je me concentre sur l'histoire de cette découverte. C'est pas une découverte, c'est une redécouverte. C'est-à-dire que ce qu'a dit Freud il y a 130 ans, 100 ans à peu près, on le vérifie encore aujourd'hui. Et bon, moi, ce que j'ai fait, au lieu de l'éclairer avec une petite lampe torche, j'ai mis carrément 10 000 watts dessus et maintenant je travaille qu'avec ça. Pour n'importe quel symptôme, je ne travaille qu'avec ça. Donc, alors maintenant, ça c'est la grosse introduction. Comment c'est arrivé et surtout donc avec les résultats incroyables qui se sont passés. Dans tout le livre, il n'y a que des guérisons. Il y a des fois où ça n'a pas marché. Et je le marque aussi de temps. Il y a par exemple un cas où j'ai mis 6 mois à trouver le truc. S'il vous plaît, vous éteignez vos micros ou alors vous faites pouet pouet. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous parler donc du premier cas du livre. Je l'ai appelé Madame la Flotte 1. C'est le premier cas que j'ai traité. C'est une femme qui est allergique, non, qui a une phobie à l'eau, au contact avec l'eau depuis 62 ans. Elle a 62 ans et elle est allergique depuis tout le temps. Allergique, elle est phobique depuis sa tendre enfance. Alors, elle peut se laver rapidement, hein. Elle peut boire de l'eau, etc. Mais alors là, pas question d'aller à la piscine, dans une baignoire, sous la douche pendant 1 heure, ça n'existe pas, ça. Alors, ça la gêne pas trop, elle me dit ça, parce que la phobie de ce style-là, alors, on est quand même on n'est pas en psychiatrie, hein, c'est pas quelque chose qui va l'empêcher de vivre, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est elle est phobique à l'eau, au contact avec l'eau, et ça a pris, parce qu'aujourd'hui, à 62 ans, ça a pris des proportions importantes à un moment donné, surtout quand on allait en vacances avec le mari, les enfants, et elle dit non, 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 moi je ne vais pas dans l'eau, non, j'y vais pas, etc., etc. Et le mari, il la prenait pour une folle. Mais bon, il s'est habitué, etc., etc. Alors, elle vient, donc son symptôme, c'est la phobie à l'eau. Alors moi, je sais maintenant que c'est ce qu'il y a derrière qui m'intéresse. La phobie à l'eau, c'est ce que je vois sur la main droite, le dos de ma main droite. Et elle est tout le temps phobique à l'eau, phobique à l'eau, phobique à l'eau. Mais moi, je vais pas. Plus je vais parler de la phobie, plus je vais perdre mon temps. Ça sert à rien de parler de la phobie. Dis, OK, ce qui m'intéresse, c'est à quoi vous êtes phobique. Parce que l'objet phobique, c'est la clé aussi. Et alors, je lui raconte, moi, ce que je vais chercher dans un cas comme ça,
Alors, je vous demande d'écouter simplement, je lui ai dit ça, hein, mais vous aussi, hein. Je vous demande, euh, je vous demande d'écouter, excusez-moi, voilà. J'ai trouvé le moyen pour que je n'entende plus rien. Bon, et donc, je lui dis, moi, ce que je vais chercher quelque chose qui a à voir avec l'eau. C'est tout bête, hein. Alors, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé dans le transgénérationnel, qui s'est noyé, par exemple, où le corps a été perdu en mer, le bateau a sombré, etc., etc. Un problème donc d'enfants. Alors il y a des histoires comme ça dans le transgénérationnel, d'enfants qui se sont noyés, tout ce qui concerne avec la flotte. Et moi, quelque part, je suis relié transgénérationnellement à cette personne et donc, du coup, euh, qu'est-ce que je vais métaboliser? Ben, si moi j'ai la mémoire de quelqu'un qui s'est suicidé dans de l'eau ou qui s'est noyé dans une piscine ou je sais pas quoi, eh ben moi j'ai une phobie à l'eau pour pas me noyer quelque part, si c'est un message transgénérationnel. Donc, il y a tous ces messages-là, ou peut-être que moi, par exemple, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, eh ben, j'ai eu une peur bleue de l'eau, où mon père m'a jeté dans l'eau, j'ai eu la peur de ma vie, et donc, du coup, j'en garde un très mauvais souvenir, etc., etc. Mais le problème, c'est que il faut aller chercher d'autres choses. Et là, il y a quelqu'un qui est très important, c'est Monsieur Jung, Carl Gustav Jung, qui nous a offert, et là je dis bien offert, merci Carl, merci Monsieur Carl, ce qu'on appelle les archétypes. Alors, les symboles, les archétypes. Alors, moi, j'utilise beaucoup les archétypes. Vous allez voir que dans les phobies, on utilise énormément les archétypes. Mais l'eau, c'est l'archétype de la mer. Le feu, c'est l'archétype du père. Et l'eau, c'est l'archétype de la mer. Donc, quelque part, si moi je suis phobique à l'eau, c'est une manière d'exprimer un désaccord ou une problématique avec la mer pour pouvoir, je dirais, là, repousser. Je repousse la mer, mais ça, je ne peux pas, moi. Quand je suis petite, je ne peux pas la repousser, je suis bébé. Elle m'envoie où je sens qu'il n'y a pas d'amour, ce qu'on appelle la mère toxique, mais il y a deux manières d'être toxique, hein. Par exemple, une mère toxique classique, c'est-à-dire je ressens pas l'amour, je me sens critiqué, à chaque fois elle me rabaisse, surtout devant mes frères et sœurs ou devant les amis, etc., etc. Donc moi, j'en prends plein la tête, mais je ne peux pas la repousser parce que j'en ai besoin de ma mère quand j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce niveau d'embarras, qu'est-ce qui va se passer? Ce niveau d'embarras va monter, je ne supporte plus, inhibition, déplacement, projection, et on va prendre l'archétype de la mer, qui est la flotte. Et donc, c'est vachement bien, parce que dans ce cas-là, je critique jamais ma mère, mais par contre, je mets tout sur la flotte. Et c'est ça l'arnaque de la psychosomatique, l'arnaque de la phobie et l'arnaque du trio protecteur et de la conversion. C'est-à-dire que on a trouvé le système psychique de protection a trouvé un moyen pour diminuer mon stress. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois de l'eau, là, je suis là à repousser la flotte parce que derrière, je veux repousser ma mère. Parce qu'à chaque fois que je vois de l'eau, je revois ma mère, moi. Parce que ça, c'est l'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartient à tous et à toutes. Et donc, du coup, elle, est-ce qu'elle me disait, depuis toute petite, elle aimait pas trop l'eau. Sa mère lui disait, viens, on va prendre le bain, etc. Elle dit, non, 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 elle restait très peu. Alors, je vous avais vu, quand même, les gamins, ils adorent rester dans l'eau. Les examens normaux. Ben, elle, non. Arrivée à l'école, elle n'a jamais voulu aller prendre des cours de natation. À chaque fois, elle faisait une crise. Donc, elle avait un papier comme quoi ce n'était pas possible pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 12 ans, au lieu d'aller au collège à côté de chez elle, non, 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 elle a dit, je vais en pension, en internat. Et elle a été donc en internat de son propre désir, son propre chef. Et elle voyait ses parents uniquement pendant les vacances, etc. Ça, c'était encore supportable. Et après, elle n'est jamais retournée chez elle. Elle a été directement à la fac de psychologie, qu'elle est psychologue, et mais elle continue toujours à avoir
cette phobie à la flotte. Donc, elle me parle donc de ça, de la mer toxique, et j'y attendais. Je dois vous dire deux choses, ma chère. La mer toxique, il y a deux possibilités, par le yin et par le yang. Étienne, tu vas aimer ça. Le yin, c'est la mer toxique classique, c'est-à-dire une mer qui est... alors, l'autre jour, j'ai eu une patiente en consultation, elle me dit, ma mère, c'est un tyran. Elle était tyrannique. Ben voilà, ça, c'est une définition de la mer toxique. Pas aimante, qui repousse, etc., etc. On sent pas les câlins, l'amour, etc., etc. Ça, c'est la version yin. Mais vous avez l'autre version, c'est la version yang, c'est-à-dire trop d'amour. Et là, c'est la mère étouffante, c'est-à-dire que je vois ma mère dire, ah, viens mon chéri, tiens, et là, toi, donc tu la repousses et tu peux pas la repousser quand tu es un gamin, tu es obligé de prendre les bisous, machin et tout ça, et elle est toujours là et tout le temps et à tes côtés, elle te lâche pas d'une semelle. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle également une mère toxique, mais version yang, c'est-à-dire trop d'amour tue l'amour quelque part. Trop d'amour, trop de câlins, là, c'est ce qu'on appelle la mère asphyxiante. Donc, elle m'a dit non, 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 pour moi, c'est la mère toxique yin, il n'y a aucun problème, parce que moi, je me suis pris plein la tête avec elle pendant toute mon enfance. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, parce que ça, c'est les détails de la thérapie. Hein. Il y a un truc que je comprends pas. Je suis la première petite fille, la première descendante de ce couple-là. Et donc, j'ai été complètement cassé. Et je vois mes frères et sœurs, ils sont adorés, etc., etc. Alors maintenant, on a été un petit peu plus loin grâce à la psychosomatique. On a été plus loin, c'est qu'on a travaillé sur son projet sens, c'est-à-dire le contexte émotionnel de sa conception. Et là, coup classique, ils ont fait Pâques avant les rameaux, c'est-à-dire qu'ils ont fait, elle était enceinte avant le mariage. Donc, c'était la tâche pour elle. Milieu catholique, traditionnel, etc. C'était la tâche pour elle. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle n'a pas été investie. Parce que elle, dans son ventre, c'est l'erreur, la tâche, le qu'en dira-t-on dans le village, etc., etc. Et donc, du coup, très vite, elle a fait son boulot. Elle a fait son travail de donner à manger, de la laver, de la soigner, etc., etc. Par contre, au niveau affectif, point barre. Et alors, c'était assez clair. Et en plus, il y avait une comment dire, une tentative symbolique d'avortement. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu que ça se fasse tout seul, comme ça, j'ai pas de problème. Voilà. Et donc, du coup, elle, elle vit avec ça. Grosse prise de conscience pendant la thérapie. Et moi, je lui ai demandé, donc ça, c'est aussi de la thérapie, et je lui ai dit, Madame, euh, il y a tout le monde, nous avons deux mères. Une mère archaïque et une mère psychologique. La mère archaïque, merci maman archaïque. Merci maman archaïque. C'est elle qui nous a donné la vie. Donc, on est obligé de la respecter. Cette mère archaïque, grâce à elle, nous sommes vivants aujourd'hui. Donc, on va l'honorer. Par contre, par contre, la mère psychologique, c'est-à-dire sa structure personnelle, son histoire personnelle, etc., qui a fait qu'elle est toxique, ça, c'est autre chose. Donc, la thérapie, dans un cas comme ça, c'est de bien garder la mère archaïque avec soi, merci, et au lieu de rejeter l'eau, je rejette ma mère psychologique toxique. Et c'est comme ça qu'elle a guéri cette femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse prise de conscience, bien sûr. Elle part la semaine suivante. Elle s'en va à Cancun, au Mexique. All inclusive, un hôtel. Et là, et moi je lui avais dit, vous savez, la prochaine fois, ce que vous allez faire, parce que là, vous êtes en fusion. C'est-à-dire que vous, depuis toute petite, vous avez fait une fusion progressive entre ici l'eau et de l'autre côté la mer toxique, psychologique. Donc, et vous regardez que l'eau. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est
revenir à la réalité, les mains jointes, et c'est ce geste-là que j'ai fait instinctivement. Et vous allez comme ça défusionner. Le terme diffusion m'est venu instinctivement. Et vous allez défusionner, c'est-à-dire que l'eau va redevenir de l'eau qui est tout à fait inoffensif et neutre pour tout le monde, et tout le monde aime l'eau. Hein. Et de l'autre côté, c'est le travail sur la mer toxique et accepter la mer archaïque positivement et accepter la mer psychologique toxique. Et donc, je lui ai dit, mais vous, à chaque fois que vous rentrez dans l'eau, c'est pas l'eau que vous voyez, c'est votre mer toxique. Donc, c'est normal que vous ne voulez pas y aller. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rencontrer le maître nageur et lui expliquer, alors peut-être pas tout ça quand même, lui expliquer que vous avez un problème avec la flotte, et vous, en pleine conscience, vous allez défusionner. Défusionner, c'est-à-dire séparer le complexe conflictuel qui se trouve ici. Vous allez séparer tout ça. D'un côté, vous rentrez dans l'eau, mais là, dans l'eau, ben, c'est de l'eau. Et de l'autre côté, ben, c'est la mer toxique. Et donc, quand vous faites cette diffusion-là en pleine conscience, là, vous allez progressivement, je dirais, guérir votre phobie. Elle a fait ça pendant 3 jours. Elle a eu 3 sessions. Tous les matins, pendant 1 heure, elle avait 3 sessions avec le maître nageur. Et au bout de 3 sessions, c'était fini. Et c'était génial. C'était génial. Pourquoi? Alors, je ne l'ai pas écrit dans le bouquin, je ne voulais pas non plus. Parce qu'il y avait des femmes comme elle qui avaient des problèmes de phobie à l'eau, etc. etc. Ben, elle les a traitées. Elle leur a expliqué la fusion, etc. Elle dit, putain, c'est génial, etc. Et le maître nageur était super content de travailler d'une manière autre que uniquement, allez, viens, respirer, etc., etc. Et, chose magnifique, elle nous envoie les photos. Elle avait de l'eau jusque-là et elle était en train de nager. Et son mari était aux anges. Enfin, il peut prendre des bains avec elle, il peut aller dans l'eau, etc., etc. Et c'était fini. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait un travail cognitif sur la flotte. On n'en a rien à foutre de ça. Je ne vais pas vous apprendre à nager, madame. Non, je vais vous apprendre à augmenter votre niveau de conscience par rapport à votre histoire conflictuelle. Donc, ce que vous allez avoir, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir la mer toxique psychologique à accepter. C'est comme ça, parce qu'elle a son histoire, etc. Et ça s'est passé très, très rapidement pour elle. Donc, j'ai fait ça, quand j'ai vu ça, mais moi, j'ai été ému aux larmes. Je me suis dit, mais c'est dingue ça. Mais c'est dingue ce système. Et pendant l'atelier des phobies, etc., j'arrêtais pas de faire ce geste pour séparer la phobie de ça, l'objet de la conflit, etc., etc. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur la main gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a qui, le niveau conflictuel, le complexe conflictuel. Et dans le complexe conflictuel, vous avez la situation conflictuelle ou une ambiance conflictuelle, plus les ressentis, et de l'autre côté, vous avez l'objet phobique et qui nous arrive et qui se colle. Et donc la thérapie, c'est quoi? Je répète, c'est aider au second retournement, c'est-à-dire en pleine conscience, voir la réalité conflictuelle et mettre en place une thérapie en fonction d'un certain nombre de critères, etc., etc., etc. Donc voilà le premier cas. Deuxième cas. Alors, les phobies, c'est je rejette. Mais moi, j'ai vu une femme au Guatemala qui me dit, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Elle est psychologue, elle a 50 ans. Psychologue, elle travaille avec un médecin qui est très intéressé par la psychosomatique, c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle me dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Depuis quand j'étais petite, elle n'a pas su exactement, mais en tout cas à l'école, c'était après l'entrée en primaire. Quand j'étais petite, il y a un truc que je ne comprenais pas, je passais des heures et des heures dans l'eau. Donc là, on n'a plus la phobie, on a la passion exagérée ou l'attirance démesurée pour l'eau. C'est-à-dire que dans ma voiture, aujourd'hui, il y a toujours une paire de palmes, un maillot de bain, des serviettes et une tenue de rechange. C'est-à-dire que je me balade, ben, je vois un cours d'eau, ben, je me balade, je me baigne, je vois la mer, je me baigne, etc., etc. Alors au début, c'est génial, mais aujourd'hui, à 50 ans,
Bon, je me pose des questions et mon mari, pareil, me dit, de toute façon, tu mourras comme ça, tu mourras dans une piscine, toi. Hein. Voilà. En plus, tous les matins, à 6 heures, elle part au travail, elle arrive à 7 heures à la ville, et de 7 heures à 8 heures, elle fait 1 heure de natation du lundi au vendredi, sauf le week-end, et elle est contente. Elle est super contente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on n'est plus dans l'eau mer toxique ou hyper étouffante. Je lui dis, mais madame, là, l'eau, c'est l'archétype maternel. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère? Et là, elle s'effondre. Elle s'effondre. Parce qu'elle n'avait jamais entendu parler de ça. Quand je lui ai parlé de l'eau archétype maternel, ben elle a compris tout de suite le truc. Elle a compris tout de suite. Ça veut dire quoi? Son histoire, c'est quoi? Ben elle a perdu sa mère. Elle avait 6 ans. Une insuffisance rénale. En plus, la rénale, c'est la flotte. Insuffisance rénale. Elle a perdu sa mère. Donc, deuil complètement bloqué de la petite fille. Et donc, du coup, elle va compenser. Elle ne peut plus chercher sa mère parce qu'elle sait qu'elle est morte. Et bien donc, elle va la retrouver d'une manière symbolique en ayant cette passion exagérée pour l'eau. Et je lui dis donc, la thérapie, finalement, c'est le deuil de votre mère. Elle me dit, monsieur Salomoncito, ils me disent comme ça. Euh, Ça va là, c'est bon, j'ai fait le boulot, ça. Je suis psychologue, je suis passé en analyse et tout ça. Je dis non, attendez, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Vous avez fait le deuil de votre mère, mais vous n'avez pas fait le deuil de votre maman. Et je dis bien maman, comme si c'était une petite fille qui parlait. Et là, rebelote, elle s'écroule, elle pleure, etc., etc. Elle avait compris que le deuil n'était pas bloqué en tant qu'adulte, parce qu'elle n'est pas bête. Par contre, cette petite fille intérieure, elle est toujours bloquée. Et c'est ça, c'est la petite fille intérieure qui va se baigner. C'est pas l'adulte. Et donc, elle me dit comme ça, mais maintenant, je vais plus aller dans l'eau. Je dis, non, non, faites ce que vous voulez, vous y allez, mais sauf vous y allez en pleine conscience, que vous allez vous baigner parce que vous aimez vous baigner, vous êtes mis dans l'eau, mais pas pour retrouver votre mère. Ou alors, si, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que c'est vraiment très vindicatif de dire voilà, il faut couper. Non, 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 non. Prenez votre temps petit à petit, etc. Et surtout, quand vous voyez de l'eau, ben, de vous voyez votre maman. Du moins, votre petite fille intérieure Windows 6 ans, ben, elle voit sa mère. Donc, c'est normal que vous soyez attiré par la flotte, etc., etc. Et elle s'est améliorée en quelques mois. Alors, elle s'investit moins dans la flotte, etc., etc. Elle n'a pas arrêté, parce que ça lui plaît, mais elle le fait peut-être un peu plus en conscience et surtout en fonction de ses envies et non pas en fonction de la nécessité de la petite fille, etc., etc. Donc, je vais vous montrer maintenant ici, c'est où j'aime. Alors, voilà, ça c'est le schéma que j'ai fait, je ne sais pas combien de schémas, et finalement, je vais vous demander, donc ça se lit toujours de euh, bas en haut. Vous avez ici l'objet neutre inoffensif, toujours pareil dans les phobies. Et ici, l'origine conflictuelle, ici. À un moment donné, comme on a vu dans le premier cas, on va aller vers la fusion. Et là, on a les flèches ici, vers la fusion primaire. Et cette fusion, alors, en fonction des cas, elle peut se faire d'un seul coup, du jour au lendemain. D'autres fois, ça se fait plus ou moins progressivement. Et immédiatement, il y a ce qu'on appelle ici le premier retournement. Et là, je regarde ma main droite, l'objet neutre inoffensif, et je suis fixé là-dessus. Et ça peut durer des années et des années et des années. On peut même mourir avec ça. Hein. OK? La thérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est second retournement, on va travailler sur la véritable source conflictuelle et préparer à la diffusion quantique ici. Et là, l'objet est toujours neutre et inoffensif. Et de l'autre côté, c'est l'origine conflictuelle à travailler. Donc voilà
le schéma de base. Alors maintenant, on va prendre ce schéma de base et on va l'utiliser. Alors, pardon, alors on va faire autrement. On ferme et on reprend les photos. Voilà, et on va reprendre cette photo-là. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, c'est ça, c'est le deuxième cas que je viens de dire. Ici, on a l'élément inoffensif, toujours l'eau, sur lequel s'est fait la projection avec la conversion entre l'inconscient collectif eau égale mer, etc. Et de l'autre côté, c'est la mer manquante décédée trop tôt, Windows 6. Pour m'en sortir, mon système psychique de protection m'a aidé à faire une diffusion, une fusion primaire où j'ai associé la mer manquante à l'élément eau inoffensif et avec un premier retournement ici, attirance pour l'eau, l'archétype maternel, et j'ai vécu à ça pendant à peu près 44 ans, parce que ça a commencé, elle a 50 ans et elle a commencé à 6 ans. Donc, et la thérapie à 50 ans, on a travaillé sur tout ça, on arrive sur le deuil bloqué de la mère en tant que petite fille, c'est ça qui va la libérer. Et du coup, l'eau va retrouver ici son, comment dire, son aspect d'inoffensivité, de naturel, etc., etc. Et d'autre côté, donc, la clé de cette phobie à l'eau, ici, c'est toujours ici le deuil de la mère manquante en tant que petite fille. Donc voilà pour ces schémas. Et donc, après, c'est ça qui va se passer dans le livre. Après, je vais parler. Alors, il y a plusieurs histoires avec de l'eau, hein, yin ou yang. Après, il y a des histoires avec les araignées. Après, des histoires avec les ponts, les tunnels. Après, etc. Il y a les tocs, etc. Mais à chaque fois, on tombe sur le même schéma de base. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour moi le plus important parce que certainement en septembre, on va se revoir pour le volume 2. Et le volume 2, je vais vous raconter des motifs de consultation organiques, fonctionnels, etc., ou comportementaux. Et on va utiliser le même schéma parce que c'est un schéma universel qui va nous guider vers le chemin de la guérison grâce à la diffusion quantique. Donc là, si vous voulez bien, donc si j'ai été clair, tant mieux. Si j'ai pas été clair, vous levez le doigt et vous ouvrez votre micro et on va vous donner la parole. Alors, on doit faire quelque chose ici. Alors, j'ai une question de Joël qui demande par rapport à la mer toxique. Oui. Est-il possible d'avoir les deux types de réactions chez la même mère, c'est-à-dire un coup je te veux, un coup laisse-moi? Alors, en Comment ça marche psychosomatique, entre... il y a un livre que je voudrais écrire, mais qui n'est pas écrit encore complètement, mais j'ai déjà la trame. Ça s'appelle La Constitution de la psychosomatique quantique. Et dans la Constitution, il y a 22 articles, comme la Constitution des droits de l'homme, etc. Il y a 22 articles, et je vais vous citer le numéro 7. L'article 7, c'est tout est possible. En psychosomatique, tout est possible. C'est-à-dire peut-être que cette femme-là, on pourrait... Alors, moi, j'ai jamais raison. Hein. Moi, j'ai raison avec mon expérience, mes bouquins, mes consultations, etc. J'ai raison au niveau théorique. C'est après la personne qui va contacter avec ses ressentis, qui va dire, ah ben ouais, ça me parle, ou pas. Comme à cette femme, donc la mère toxique psychologique, je lui ai parlé d'essais dans l'eau, de suicide, de noyade, etc. Elle me dit, non, ça ne me parle pas, non, la mère toxique, j'achète. C'est elle qui m'a dit ça. C'est pas moi qui ai dit c'est la mère toxique. Et ça serait une erreur de ma part de dire que toutes les allergies à l'eau, c'est une mère toxique. OK? Hmm. Donc, attention. Hein. Donc, tout est possible et on pourrait imaginer que peut-être que sa mère a deux facettes, une facette sympathique et une facette plus négative. Et donc, du coup, il y a
je dirais, des fois, je sens super bien et des fois, au contraire, je ne sens pas bien. Donc, il y a cette alternance-là, mais à vérifier avec l'histoire de la personne. Voilà, je pense avoir répondu à la... Est-ce qu'il y a une autre question? Par rapport à ce qui a été exposé jusqu'à maintenant, non, pas pour l'instant. Alors, il y avait une question de Marie Pré. Oui. Alors, on va la poser tout de suite. Alors, la question de Marie, c'est comment décrocher d'une pathologie lorsque structurellement le conflit porté par la mère s'incarne pendant la gestation. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le progescence gestationnel, c'est-à-dire le contexte émotionnel de la fécondation, le contexte émotionnel de toute la gestation et le contexte émotionnel de la naissance, un petit peu après, jusqu'à 1 an d'après Marc Fréchet. Et moi, je marchande de temps en temps, c'est jusqu'à 3 ans, puisque le, le cerveau de l'embryon, du fœtus, du bébé, du nourrisson et de l'enfant avant 3 ans, c'est une véritable éponge émotionnelle. Donc là, c'est ce qu'on appelle euh, structurelle, c'est une histoire structurelle, c'est-à-dire c'est carrément pendant la gestation. Et donc là, il y a pareil, dans le second tome, je parle donc d'une histoire gestationnelle, donc il y a plusieurs histoires. Donc, je peux la raconter, tiens, comme ça fera plaisir à Marie, à Michel. C'est, attends, que je me rappelle bien, voilà, c'est un monsieur qui vient, alors le symptôme, c'est-à-dire que, alors maintenant, vous avez compris que le symptôme, c'est la main droite, avec le premier retournement. Hein, okay, le symptôme que je vois tous les jours, c'est désordre amoureux. Désordre amoureux, dans le sens, alors désordre amoureux, c'est que je suis un peu spécialiste, j'ai écrit 3 bouquins là-dessus, il m'en manque à écrire 3 autres. Okay, euh, et quel type de désordre amoureux? Il y a plein de possibilités. Et lui, donc, on a vu ensemble, c'est quoi? C'est indisponibilité pour avoir une histoire d'amour. Ça veut dire quoi? Mec, il est beau, hein? Le mec, il est grand, 1,90 m, beau mec, friqué en plus, tu vois, il a hein, mais il n'arrive pas à, comment dire, à concrétiser. C'est-à-dire que dès que il commence à avoir une histoire sérieuse, il prend n'importe quel prétexte et il se barre. Ou alors il fait le con, il se bourre la gueule, il se barre. Donc, il y a indisponibilité. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un message inconscient auquel il obéit, qui l'empêche de former une famille, par exemple, un couple. Alors, on utilise l'étude du projet-sens, et là, on tombe sur mousquetaire de la reine. Ça veut dire quoi, mousquetaire de la reine? Le père qui est violent, la mère, elle, elle a peur, et elle veut un enfant pour la protéger. Donc, elle veut un mousquetaire de la reine. La reine, c'est la reine-mère. Et lui, son rôle, c'est quoi? C'est dans cette toujours pareil, hein, dans cette optique de diffusion, fusion, diffusion, eh ben, lui, il est là, il est de garde 24 heures sur 24. D'ailleurs, il habite au-dessus de chez sa mère. Sa mère, elle habite au rez-de-chaussée, lui, il habite au-dessus. Et tous les jours, il va la voir, etc. Alors, son père est décédé. Hein. Son père est décédé. Mais lui, il est toujours dans ce message, je dois protéger ma mère. Donc, il reste à côté de sa mère, mais s'il y a une nana qui vient le voir et dit viens on va faire une famille tout ça, lui il peut pas, il dit non 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 c'est pas possible, moi je dois garder ma mère, c'est mon rôle, j'existe pour ça, c'est mon rôle, j'ai été fait pour ça. Donc on a travaillé ce thème. Alors là il n'y a pas de recette, c'est simplement une augmentation du niveau de conscience avec un saut quantique qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Du moins, dans son cas, ce n'était pas possible. Il m'a dit non, non, moi, il me faut du temps, etc. Et je lui dis ben non. Alors après, il y a une phrase que j'adore en psychosomatique, c'est pour guérir, il faut agir. Et je lui dis ben à partir d'aujourd'hui, la prochaine qui va venir, que tu vas aimer, ben, c'est là qu'il faut bosser. C'est là qu'il faut bien défusionner entre mon histoire de mousquetaire de la reine auquel j'obéis et ma vie d'aujourd'hui en Windows 2026. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a duré à peu près, allez, 3 4 mois. 3 4 mois. Allez, je lui ai dit, par exemple, quand tu vas boire le café chez ta mère, mais va la voir
va boire ton café en Windows 26. C'est qu'elle est plus en danger. Et toi, donc, tu es en train d'obéir à un message qui n'a plus cours. Et c'est comme ça qu'il a pu se détacher et d'envisager une histoire, alors qu'avant, c'était impossible. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ce qu'il faut étudier, et c'est ça aussi la problématique de la psychosomatique, c'est que chaque cas est unique. Et la solution générale, c'est la diffusion. Mais entre une diffusion de tel type, tel type, tel type, il y a plein de modèles. Alors là, s'il vous plaît, dans le bouquin des phobies, ça sera tout ça. Et en septembre, normalement, septembre-octobre, on va sortir le bouquin sur le volume 2. Et là, vous allez avoir plein d'exemples au niveau des maladies, des comportements, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, conclusion, quand on a affaire à la fois au projet sens, à la fois le transgénérationnel ou même pendant l'enfance, parce que c'est structurel tout ça. Hein, c'est comme si j'avais imprimé ce comportement ou cette problématique dans mes cellules. Donc, à chaque fois, je vais faire le diagnostic avec l'accord du patient, ce qu'on appelle le diagnostic psychosomatique. Et une fois qu'on a fait le diagnostic psychosomatique, on va mettre en place des solutions et avec un accompagnement ou des techniques thérapeutiques diverses et variées entre la relaxation, l'hypnose, la gestalt, le psychodrame, la bioénergie, etc., les constellations familiales, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Marie Pré, parce que je n'ai pas d'autres éléments, j'ai juste d'une manière générale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Sandra? Oui, merci Salomon. Il y a Valentino qui demande, est-ce que de votre pratique clinique, les troubles bipolaires sont associés à des événements qui ont lieu durant la gestation, du point de vue de la mère? Alors, Par exemple, mari instable, mort, pas sérieux. attendez. Alors, j'ai dit une chose importante, chaque histoire est unique. OK? Trouble bipolaire, au niveau théorique, c'est un petit peu complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Mais je vais donner simplement ce que j'ai trouvé d'original. Je vais pas répéter ce qu'on m'a dit, etc. Une fois, j'ai trouvé chez une femme peintre, d'ailleurs, qui a guéri sa bipolarité, parce que derrière, c'est la culpabilité de d'être vivante, ce qu'on appelle le jumeau vivant. La culpabilité du jumeau vivant. Ils étaient tous les deux dans le ventre de leur mère. Une est partie pour diverses raisons. Elle se retrouve toute seule. Elle a cette thématique de culpabilité parce qu'elle est vivante. Et de temps en temps, elle est dans un côté plus yang, c'est-à-dire très actif, etc., etc., parce qu'elle est dans la vie. Et de l'autre côté, elle est dans le côté yin par rapport à ce côté plutôt culpabilité, etc., etc. Donc, là, on est dans la technique pure de, de, de la psychosomatique. Et moi, j'ai besoin, et nous avons, c'est même pas moi, c'est tous les thérapeutes ont besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Mais par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la bipolarité, c'est l'expression de quelque chose de caché qu'on appelle le complexe conflictuel originel, et ça, il est dans l'histoire. Et dans l'histoire, ça peut être l'histoire gestationnelle, ça peut être l'histoire transgénérationnelle, ça peut être l'histoire infantile, et ça peut être l'histoire contemporaine également. Voilà. Et c'est des grosses généralités. Hein. Merci beaucoup, Salomon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, je n'ai pas. Ben, je vois dans le chat, Valentino, il parle beaucoup là. Oui, il a répondu à une personne qui demandait de résumer les archétypes de Jung. Ah, d'accord. Alors, pareil, j'ai un bouquin là-dessus, là, mais il n'est pas encore écrit. Il y a encore pas mal de choses. Le bouquin, le titre, c'est Les archétypes et les symboles utilisés en psychosomatique. Voilà. Et là, par exemple, tiens, je vais vous raconter l'histoire d'un autre cas. C'est une dame qui est qui est phobique aux araignées. Dès qu'elle voit une araignée, elle panique. Elle a employé même une femme qui vient faire le ménage chez elle et surtout les coins, etc., etc.
Et ça dure, quand je l'ai connue, moi, elle avait 60, 62 ans, un truc comme ça, 60, ouais, entre 60 et 65. Et l'araignée, alors là, c'est vachement simple. C'est pas l'araignée, c'est une arnaque, l'araignée. C'est la toile d'araignée. C'est la toile d'araignée dans laquelle je me sens emprisonné et je ne peux pas sortir, etc., etc. Et on tombe encore sur la mère toxique yin ou la mère toxique yang. Alors, je lui explique tout ça. Donc, et ça, en plus, les psychanalystes le savent, parce que moi, je n'ai pas été très loin pour chercher le symbole de l'araignée. Hein. Je n'ai pas été très, très loin. Hein. J'ai été voir dans les bouquins de psychanalyse et tout le monde te dit, c'est la mère. La mère. Alors, ils disent pas la mère toxique, mais c'est plutôt la mère qui a de l'emprise sur l'enfant, surtout une fille. Hein. Et donc, du coup, là, elle est là, prise dans la toile d'araignée, elle ne peut pas s'en sortir, etc., etc. Donc, au lieu d'aller tuer sa mère, entre guillemets, ben, elle va tuer les araignées ou elle va éviter les araignées. Voilà. Et d'autre côté, vous avez les gens qui ont été étouffés par la mère toxique, mais yang, c'est-à-dire la mère asphyxiante, etc., etc. Et il y a une femme donc qui est sculptrice, qui s'appelle Madame Bourgeois, je ne sais pas si vous connaissez, et elle est très connue parce qu'elle sculpte des araignées géantes, et elle appelle ça maman. Elle s'appelle sa maman. Alors, je ne connais pas dans son histoire suffisamment pour savoir si c'est une mère toxique, psychologique, parce que la mère archaïque, elle est là, hein, parce qu'elle m'a soigné et tout ça, hein, ou si c'est une histoire, si c'est une mère plutôt yang, etc., etc. Donc voilà. Donc, pendant des années, pendant, je sais pas, 60 ans, elle était fixée sur les araignées, la meuf, comme dirait l'autre. Mais le problème, c'est pas l'araignée, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce qu'il y a sur ma main gauche. Le conflit, c'est quoi? C'est la toile d'araignée dans laquelle je me sens prise et je peux pas m'en sortir, etc. Ça, je peux pas tuer ma mère, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je tue les araignées ou j'évite les araignées, etc., etc. Voilà pourquoi, voilà comment ça existe, ces histoires de phobie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, alors tout à fait. Valentino demande à propos des dépressions, que faire en cas de dépression multiple? Comment aborder les dépressions? Et il précise un peu plus loin, comment trier? Par quoi commencer lorsqu'il y a plusieurs sources de trauma et névrose pour la patiente? Comment faire les mesures de ce qui pèse le plus sur la psyché? Alors, c'est pas moi qui fais la mesure, c'est jamais moi, c'est la personne. Alors, la dépression, c'est toujours pareil, c'est un dossier complexe. OK? Et dans le dossier que j'ai travaillé sur les dépressions, je me suis aperçu que la plupart des dépressions, au moins 75% des cas des dépressions, sont d'origine transgénérationnelle, progescence ou de l'enfance. C'est plutôt structurel. Et j'obéis à un message de tristesse. Donc ça, c'est l'histoire qui va nous le dire. Par exemple, le syndrome du gisant, les décès pendant le progescence, ou alors les décès, les tristesses pendant l'enfance. Et il y a aussi donc le jumeau perdu, comme on a vu. Et dans 25% des cas, c'est ce qu'on appelle les dépressions conflictuelles biologiques. Et donc là, il va y avoir plutôt des conflits spécifiques. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Ça fait l'objet d'un séminaire particulier qu'on appelle cerveau droit, cerveau gauche. Donc très compliqué, très complexe, pas compliqué, hein, mais assez complet aussi. Et donc dans ce cas-là, on va chercher des conflits ou des histoires conflictuelles au niveau de la personne. Mais dans n'importe quel cas, on doit nous, alors je l'explique très bien, je pense, dans le bouquin, il y a quand même le diagnostic, ce que j'appelle le diagnostic psychosomatique. Le diagnostic médical, c'est phobie. OK. Le diagnostic psychosomatique, non, c'est phobie parce que ma mère toxique, parce que l'araignée, parce que, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus précis. Et une fois qu'on a le diagnostic, là, on peut mettre en place une thérapeutique. Mais le diagnostic, c'est jamais moi qui le pose. Moi, je te dis, voilà, ça me fait penser à ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu ressens? C'est même pas qu'est-ce que tu penses, c'est qu'est-ce que tu ressens. Et la personne va contacter tout ça. Alors, je vois, vous avez des résultats, mon cher Valentino. S'il n'y avait pas de résultats, je serais en train de vendre des frites à Palavas-les-Flots, moi.
S'il n'y a pas de résultat, j'arrête de bosser. Les résultats, il y en a jamais. Je suis en train de préparer un séminaire que je vais donner en décembre au Mexique sur les généralités de la psychosomatique. Tu sais ce que je vais dire en premier? En premier, je vais dire jamais j'ai vu autant de guérison et d'amélioration depuis que je fais de la psychosomatique. Quand j'étais médecin, j'en ai pas vu autant. J'en ai vu de temps en temps. Là, je peux te dire, heureusement, c'est mon moteur et c'est le moteur de tout le monde. Heureusement qu'il y a des guérisons. Et quand il n'y a pas de guérison, on se pose des questions. Voilà pourquoi j'écris des livres et je fais des consultations et des séminaires. Je vous signale que j'ai eu mes 70 ans il y a même pas un mois. Hein. OK? Si, un mois juste. Voilà. Autre Oui, remarque? alors, merci Merci, pour... Valentine. Il est très actif. Oui. Euh, il y a une personne qui demande si vous pouvez donner un exemple de TOC. Elle a une fille qui a des TOC de malheur et de superstition. Elle comprend très bien le principe de la diffusion, de la... Alors, 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 on va pas travailler dessus, c'est pas un aspect Non, non, thérapeutique. Hein. c'est pour... Voilà. Donc, alors c'est quoi? Attends, je vais noter parce que c'est quoi les tocs de quoi? TOC de malheur et de superstition. Elle a peur de la puissance de la pensée, mais c'est impossible de tomber sur la source conflictuelle. Alors le problème, non, non, le problème, tu sais, il faut y aller doucement. D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un TOC. Un TOC, c'est alors trouble obsessionnel compulsif. Alors il y a obsessionnel et compulsif. Obsessionnel, donc je suis obsédé par quelque chose, et compulsif, il y a un rituel qui se passe avec. Ok. Par exemple, dans le livre, je parle donc le TOC des laveurs, ce qu'on appelle les laveurs, les nettoyeurs. Alors, c'est le trouble obsessionnel compulsif avec ou la phobie des microbes, etc., etc. Donc, alors, la main droite, c'est je lave, je nettoie tout. OK? 50 fois par jour, je nettoie la cuisine, etc., les mains, les chaussures, etc., etc. Ça, c'est mon activité de tous les jours. Mais moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de qu'est-ce que c'est que laver. Pourquoi je lave? Ben, c'est simple. La question, c'est pourquoi tu te laves les mains, toi? Ben, parce qu'elles sont sales. Eh ben, on va chercher quelque chose de sale. Derrière, là, la main gauche, c'est quelque chose de sale. La tâche. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les injustices, on trouve les arnaques entre frères et sœurs, par exemple le fric, on trouve des incestes, des viols, des enfants nés sans père, du moins le père s'est barré, ou alors le père c'est un noble, etc., ce qu'on appelle les relations ancillaires, etc. Donc quelque chose qui s'est passé. Alors, deux possibilités, soit même moi-même, j'ai vécu ça quand j'étais enfant et j'ai développé le TOC après, ou soit j'ai hérité d'une mémoire d'inceste, etc., etc. Il y a trois exemples dans le livre. Et donc, quand c'est un truc transgénérationnel, eh ben, c'est toute une thérapie transgénérationnelle. Il y a des techniques pour ça. Si c'est quelque chose que j'ai vécu moi, eh ben là, on fait très attention, on prend son temps. J'ai un cas dans le livre, 1 an de thérapie. 1 an de thérapie plus psychanalytique pour qu'elle-même puisse arriver à la conclusion. Et là, ça a été fantastique après. Donc, le but, c'est de faire le diagnostic. Alors, malheur, superstition, eh bien, alors là, je suis vraiment bête comme mes pieds. On va chercher des malheurs ou des superstitions dans la famille. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, mais je vais demander à cette personne qu'est-ce qui s'est passé pendant le projet Sens. Est-ce qu'il nous est arrivé une catastrophe ou je ne sais pas quoi, etc. Ou alors, euh, quelque chose qui nous a porté malheur parce qu'il y a eu un drame. Parce que porter malheur, c'est un drame. Et donc, on va étudier cette dynamique-là. Mais là, excusez-moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est plutôt aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que c'est? Parce que l'objet phobique ou l'objet du TOC est toujours en relation réelle ou symbolique avec la thématique. L'eau, c'est l'archétype. Là, malheur et superstition, il n'y a pas d'archétype, je pense. On va voir ça
avec l'exploration de l'histoire. Mais la clé, elle est toujours dans l'histoire. Hein, je l'ai dit, dans l'histoire, il y a toujours l'origine et la solution. Alors, j'ai vu un truc là. C'est quoi une CEP? C'est une sclérose en plaques, d'après ce que j'ai compris. Hein. OK? Autre remarque? Ou dans le chat? Alors, je regarde, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de remarques. Euh, je remonte un petit peu plus haut, excusez-moi. Il y a Rennes qui demande comment expliquer les attaques d'entités. Alors là, Je- alors là, non, 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 mais je connais l'histoire parce que je travaille avec ça, pas tout le temps, pas tout le temps. Hein. Mais là, il y a des gens qui peuvent témoigner. Hein. Il y a euh, Fred Abouli, il y a Yves Besson qui peuvent témoigner. On a travaillé, c'est des élèves que j'ai eus il y a une vingtaine d'années, hein, 20, 25 ans même peut-être. Et on travaille quelquefois avec ce qu'on appelle des entités. Alors moi, alors je vais être franc avec vous, pour moi, ce n'est pas des entités, pour moi, c'est des mémoires. Mais des mémoires, je ne peux pas inventer. On ne peut pas inventer. Moi, je ne peux rien inventer, même si j'ai des entités, tout ça, etc. On va les retrouver dans l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire familiale personnelle depuis que je suis né, c'est peut-être l'histoire, je dirais, transgénérationnelle, etc., etc. Ah ben, je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé il y a 2 ans. Alors, j'espère l'organiser, ça. J'espère l'organiser. Il me faut une piscine, une grande, grande piscine chauffée à 30, 32, 33 degrés, parce qu'on fait le projet-sens dans la piscine. Et à Buenos Aires, non, à Cordoba, en Argentine, j'ai la chance de connaître un champion, un ex-champion de natation à un niveau très élevé, hein, qui lui, donc, s'est reconverti en fabricant, du moins en gérant des piscines. Il en a 5 piscines actuellement à Cordoba et il s'occupe de tout, c'est-à-dire ça peut être les bébés nageurs, comme les enfants qui viennent de l'école pour apprendre à nager, comme entraîner des champions, etc., etc., au niveau plus athlète de haut niveau, etc., etc. Et donc c'est un super pote à moi, on s'entend très très bien. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on pourrait pas faire un truc dans l'eau et tout ça. Il dit, mais oui, si, si, mais bon, il faut trouver une piscine. Et putain, j'ai pensé à lui, c'est son boulot. Je l'appelle et je lui dis, Esteban, j'ai besoin d'une piscine, est-ce que tu pourrais nous en trouver une, etc. Pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une salle de cours à côté, etc., etc. Et on a fait un stage, 2 stages, on a fait 2 stages exactement dans la piscine. Et on a travaillé le projet Sens, mais vraiment, carrément, on a travaillé dans l'eau comme si on était dans l'utérus de la maman. J'ai la vidéo. Hein. J'ai la vidéo. Hein. Et il y avait une femme, son problème, alors écoutez bien, elle était venue avec quelqu'un, et la fille, donc, l'autre, elle disait, mais elle parle pas. Elle n'arrive pas à parler. Alors, elle peut parler quand on est en comité très restreint ou en confiance absolue, etc. Mais là, elle ne pourra jamais parler devant tout le monde, etc. Et elle a confirmé, elle était muette. Hein. OK, bon, on va voir. Donc, on va chercher dans l'histoire quelque chose, un secret familial, etc., etc., etc. Donc, on fait les exercices dans l'eau. Alors, ils sont 3 personnes. Une qui fait l'exercice, une qui va conduire la personne, qui va faire attention, et l'autre qui va faire la thérapie. Et là, alors moi, je suis là, je supervise. Il y avait quand même 2 assistants au cas où. Hein. On était quand même une quarantaine de personnes dans l'eau, t'imagines. La piscine était énorme. Hein. Et à un moment donné, j'entends un langage incroyable. Et la fille, là, qui ne pouvait pas parler, elle était là. Pendant une demi-heure, ça a duré. Une demi-heure, elle était là. Le monde était là. Il y a les gens là, qui travaillent avec elle, là, ils ne comprennent rien. Et donc, j'arrive et tout. Il dit non, non, on laisse faire, on va voir ce qu'on va trouver, etc., etc. Alors, et on a filmé, hein, j'ai la vidéo. Hein. On passe le truc. Alors, généralement, on bosse de 3 heures de l'après-midi jusqu'à
5 heures, 2 heures, 2 heures et demie, ce qu'il faut, on ne peut pas plus, hein, au niveau du corps. Hein. Et après, avant de repartir, on fait un briefing, un débriefing. Et là, rien de spécial. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise des choses. Et le lendemain matin, elle se lève, elle parle devant tout le monde. Et moi, j'étais là, dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle me dit, je viens d'une famille mapuche. C'est les Indiens donc, qui vivaient en Patagonie. Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a une entité qui est rentrée en moi. Et cette entité, c'est quelqu'un du clan et qui parle avec cette voix-là. Et moi, donc, du coup, je ne peux pas parler. Mais là, grâce à l'exercice, j'ai tout enregistré et j'ai tout sorti. Et maintenant, je me sens libéré de cette entité. Et là, on était tous, mais vraiment abasourdis, parce qu'elle, elle était complètement muette. Et là, donc, ça y est. Et après, elle est revenue pour le deuxième stage avec sa même copine. Et ça a été aussi génial. Et là, donc, elle a raconté son truc. Elle voulait travailler d'autres choses, etc. Et c'était fini. Alors, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui va faire des discours, qui va parler, faire des conférences. Non, 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 non. Mais par contre, elle a commencé à parler normalement. Et donc, on était en train, et elle, donc, elle a levé, entre guillemets, cette entité. Alors, nous, hein, les étudiants peuvent témoigner, hein, euh, euh, Besson, Yves Besson et Abouli, là. Donc, et on travaille avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des mémoires. Et j'ai travaillé, donc j'ai écrit le livre Le syndrome du gisant et le tome 2, le gisant 2, c'est-à-dire les deuils, etc. Et bien, quelquefois, on a l'impression d'être colonisé par une entité, mais cette entité nous appartient dans le sens, elle appartient à notre propre histoire. Ça, c'est les cas les plus flagrants. Et donc, on libère cette personne-là de cette fidélité, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats pas possibles. Par exemple, une sclérose en plaques, on en parlait tout à l'heure, c'est, alors là, on est en plein dedans, c'est un message transgénérationnel parce que je remplace des morts, etc., etc. Par contre, il y a tout un thème des entités, mais alors là, c'est plutôt, on est dans un autre domaine. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça. Par contre, quand je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial, j'ai des personnes à qui envoyer, chez qui envoyer pour travailler ça. Voilà. Donc voilà cette histoire d'entité. Merci Salomon. Ça se bouscule un petit peu sur le chat. Euh, Il y a des demandes par rapport à la sclérose en plaques. Alors, je suis désolé, la sclérose en plaques, il y a un bouquin qui s'appelle La sclérose en plaques, ok, aux éditions Bérangel. Donc là, vous lisez le bouquin et vous avez déjà de quoi réfléchir. Après, il y a une thérapie qui peut se mettre en place. Mais alors là, j'ai l'honneur de vous dire, Valentino, écoute bien, mon cher ami, hein, que depuis que j'ai découvert en 2010, le 10 mars 2010, je m'en rappelle encore, c'était très fort pour moi. Je faisais mon cours de neurologie en Espagne, à Barcelone, et j'étais en train de parler de la sclérose en plaques. Et pendant que je parlais de la sclérose en plaques, je donnais les signes de la sclérose en plaques. Et d'un seul coup, j'ai fait tilt. Ces signes-là, c'est le signe du syndrome du gisant. Et donc, maintenant, quand quelqu'un vient pour une sclérose en plaques, j'en ai rien à foutre de son histoire. Amène-moi ton arbre. Et la clé, c'est quoi? C'est je remplace un ou plusieurs morts. Et le nombre de guérisons a été multiplié. Alors là, attention, c'est pas multiplié par 10 ou par 100, mais là, aujourd'hui, on a des guérisons de sclérose en plaques. Et ce qui est génial, c'est que moi, je suis pas le seul à avoir des guérisons, ou du moins, que j'ai pas de guérison, c'est je suis peut-être à l'origine du processus pour la guérison. Mais il y a des élèves qui ont poursuivi et qui ont les mêmes résultats. Donc, c'est même pas moi, c'est pas Salomon Selam, c'est le syndrome du gisant. Donc, il y a ce truc-là qui est important. Et donc, euh, c'est des mémoires. Et c'est des mémoires. Et là, il y a des thérapies spécifiques. Merci Salomon.
Il y a Sandrine qui demande comment vous aborderiez la question de la dyslexie. Alors, le alors, il y a plusieurs. Alors, la dyslexie, donc, on est toujours pareil, c'est la main droite, et moi, je suis dyslexique, etc., etc. Et derrière, il faut aller chercher qu'est-ce que ce serait. Alors, dans la dyslexie, il y a plein de possibilités, hein. Moi, je connais un célèbre, du moins, j'ai un copain qui est très, très, très dyslexique, et lui, du moins, il l'était, il est beaucoup moins, mais il est toujours un petit peu, hein. Euh, et lui, c'était quoi? C'est que en gros, il y a un double message, comment ça s'appelle? Euh, une double contrainte, ce qu'on appelle. Et la double contrainte, ça veut dire quoi? C'est un message contradictoire. Je te veux et je te veux pas. Je t'aime moi non plus, par exemple, vous savez? Ou fuir le bonheur de peur qui s'en aille. Dans ma tête, j'ai un double message. Et lui, c'était quoi? C'est ma mère m'aime, ma mère veut me tuer. Pourquoi? Parce que la mère ne voulait pas de cet enfant et elle a fait une tentative d'avortement médicamenteuse avec des plantes. Et donc, lui, il a retenu dans le projet Sens, parce que c'est la conception les premiers mois, ma mère veut me tuer, mais ma mère m'aime. Donc, il est entre les deux. Et donc, du coup, il ne sait pas gérer quand est-ce qu'elle est bien, etc., etc. Donc, du coup, il confond un petit peu le cerveau droit, le cerveau gauche, etc. Il y a d'autres possibilités avec la thématique au niveau du cerveau droit, cerveau gauche. Et à chaque fois, je m'excuse, je me répète, là, on n'est pas en thérapie, donc je ne peux pas aller plus loin, mais toujours pareil, on va regarder l'histoire. Et s'il est dyslexique, il n'est pas dyslexique à 20 ans ou 30 ans, il est dyslexique donc il était petit. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant l'enfance, la petite enfance, ou pendant le projet sens et ou le transgénérationnel? Voilà. Merci Salomon. Il y a une question de Valentino, mais que je garde pour la fin de la visio, je pense, qui est plutôt d'ordre général. Alors après la dyslexie, nous avons une question de Julie qui demande quels sont les liens TGE pour les enfants adolescents qui sont dans le spectre autistique et notamment le manque de sens à la vie associée. Alors, tout ce qui est autisme, schizophrénie, etc., etc., euh, transgénérationnel, projet sens. L'enfant qui, lui, naît autiste et qui se révèle autiste à quelques mois, un an, 2 ans, etc., etc., même plus tard, c'est du transgénérationnel du projet sens. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'analyse familiale. Le pauvre, il a hérité de ça. Alors, je vais donner juste le truc pour bien que vous compreniez. Euh, Quand moi, j'ai un problème, donc je suis obsédé par ce problème et j'y pense tous les jours, etc. Si j'ai deux problèmes, je suis obsédé par deux. Et si j'ai trois, quatre, cinq, six, sept, etc., là, je vais faire un burn-out. Ben, le burn-out psychiatrique, c'est l'autisme. C'est-à-dire que le mec, la petite ou le petit, il va naître avec une multitude de d'histoires conflictuelles qu'il doit gérer avant même d'apprendre à parler. Donc, il est complètement out et donc, du coup, il ne peut pas s'occuper de sa croissance personnelle et il est pris par les fidélités familiales. Donc, généralement, chez les autistes, il y a un transgénérationnel très, 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 très chargé. Alors, c'est chargé de drame, hein, bien sûr, c'est pas chargé de réussite, hein. Et le projet sens, pareil. Donc voilà, donc moi, ce serait l'exploration. Alors, c'est une très belle introduction, très, très belle introduction pour libérer l'enfant et la famille. Parce que tout le monde se pose des questions, est-ce que c'est de ma faute, etc., etc. Voilà. Merci. Il y a une personne qui pose une question par rapport à l'énurésie à 17 ans. Alors, Comment l'énurésie à aborder ça? 17 ans, voilà, alors toujours pareil. Alors, l'énurésie, c'est quoi? C'est la main droite. OK? Donc, et la main gauche, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une histoire de territoire. Une histoire de territoire. Quel est mon territoire?
où je peux faire, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et l'énurésie, c'est de faire pipi au lit, donc à 17 ans. Mais pourquoi je fais pipi au lit à 17 ans? Parce que dans la journée, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Alors, on va chercher donc une castration symbolique. Alors là, pareil, c'est dans l'histoire familiale. C'est les premières pistes. Si on a là-dedans, OK. Si on ne va pas là-dedans, raconte-moi ton histoire et on va essayer de faire le rapprochement, etc. Voilà. Merci Salomon. Il y a une question qui me vient. La diffusion peut-elle avoir lieu à n'importe quel moment après le début de l'apparition des symptômes, X années plus tard? Ah non, alors la diffusion, nous, on parle de diffusion qu'on provoque, puisque la Ok. personne vient en thérapie. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont guéri de choses et ils ont fait la diffusion sans s'en rendre compte. Ils se sont détachés de la problématique sans s'en rendre compte. Ça existe. Du moins, je suis sûr que ça existe. Et ils n'ont pas besoin de thérapie. Par contre, pour une sclérose en plaques, pour une phobie grave ou un TOC, etc., ça ne se fait pas tout seul, hein. Alors, est-ce que je vous pose la question de Valentino qui est d'ordre plus général? Alors oui, parce qu'il est 9h25, je vois l'heure, C'est et ça. donc on va arrêter dans 5 minutes, à moins qu'il y ait Alors, vraiment une urgence, etc. Alors c'est quoi la question de Monsieur Valentino? Valentino demande s'il faut jeter par la fenêtre le DSM-5. Quel avenir pour la psychanalyse? Comment envisagez-vous la médecine du futur? Comment envisagez-vous la cohabitation entre médecine, de l'âme, du corps, de la psyché, etc. Alors moi, je vais être très très simple, parce que j'ai répondu des milliers de fois, ou des centaines de fois à cette question. Bon, moi je suis médecin au départ. Donc pour moi, la médecine, la théorie de la médecine, etc., c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que je vais la suivre à chaque fois, hein. Attention, hein, c'est pas ça du tout, hein. Par contre, euh, la chirurgie a sauvé des millions de personnes. Les progrès de la médecine cardiologique ont sauvé des millions de personnes. Les progrès de la médecine au niveau des accidents vasculaires cérébraux, des ictus cérébraux, ils ont sauvé des millions de personnes. La chirurgie à opération en urgence ou même différée, etc., ça a sauvé des millions de personnes. Donc, ça serait complètement débile de ma part de dire on jette ça à la poubelle. Le DSM-5, par exemple, c'est important parce qu'on a la classification. Par contre, au niveau, je dirais, des résultats, c'est pas toujours comme ils disent. Et pourquoi nous sommes là? Parce que il y a des gens qui sont venus nous voir et qui n'avaient pas de résultats et qui cherchaient à comprendre. Et nous, donc, on s'est formés, on a vu un certain nombre de choses. Et donc, du coup, on les aide d'une autre manière parce qu'ils ont besoin d'une autre lecture. Donc, moi, je prêche pour une association de la médecine et de la psychosomatique, c'est-à-dire ne plus utiliser uniquement les, comment dire, les origines médicales pures, techniques, mécaniques, etc., etc., et mettre quelquefois peut-être un peu plus de psychique dans la médecine. Ça serait mon rêve, c'est ce que je fais moi, c'est ce qui me satisfait, et c'est comme ça qu'on va arriver à augmenter la fréquence de l'association entre psychosomatique et médecine, et ça serait génial. Ça serait génial parce que ben, on s'occuperait à la fois du côté mécanique et à la fois du côté psychique, etc., etc. Donc voilà, donc mon souhait, il est plutôt là. Voilà. Merci Salomon. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question? Ouais, ouais, je vois que Fred Abouli a envoyé sur le chat là. Alors, il y a Valérie qui demande concernant les pervers narcissiques, s'agit-il de transgénérationnel ou d'événements négatifs dans la petite enfance? Alors, moi, je raisonne jamais comme ça. Je dis pas c'est ça, soit ou ça. Non, non. Tout est possible. Tout est possible. Mais mon expérience, c'est plutôt
l'enfance, plutôt la structure de la personnalité, parce que c'est structurel, ce comportement, et donc la structure de la personnalité se fait entre 0 et 10 ans, quoi, en gros. Donc, pour moi, j'irais étudier le côté plus freudien, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance, en première piste, hein. S'il n'y a rien, on va chercher ailleurs, hein. D'accord. Merci beaucoup, Salomon. Il y aurait encore des questions et je suppose que nos auditeurs en ont. Ah, c'est sûr, on pourrait passer, comme dirait Étienne Lang, on pourrait y passer des heures et des heures. Mais là, j'espère, en tout cas, ce que j'espère, si vous voulez, dans cette conférence, c'est de vous avoir donné euh, l'ouverture d'esprit pour voir n'importe quel symptôme avec cette histoire de fusion-diffusion quantique. Parce que je pense que c'est la clé. C'est la clé de. C'est l'avenir. Maintenant, je pense que par ça. C'est-à-dire que tu m'amènes un symptôme, ok, ce symptôme, c'est une conséquence, c'est pas l'origine. Donc moi, et l'origine, on va chercher, on va étudier le symptôme, parce que le symptôme est très important, parce que c'est la clé du conflit. Donc on va l'interpréter différemment, avec différentes possibilités, le décodage biologique, les archétypes, l'énergétique chinoise, la psychologie freudienne, etc., etc. Mais le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, c'est que on arrive à stimuler l'individu, le patient ou la patiente, pour qu'il puisse accéder à une augmentation de niveau de conscience pour pouvoir tourner beaucoup plus loin dans le centre de sa problématique et de prendre de la distance avec ses symptômes et arriver à une guérison et une amélioration minimum. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre chaleur, merci pour vos questions. Euh, on se reverra, si vous voulez, une autre fois. On pourra organiser certainement d'autres conférences. Ça me plaît bien. Voilà. En plus, je parle français, ça me change beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous embrasse bien fort et surtout, 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 je vais terminer par cette phrase. La paix des cellules s'installe après la paix de l'âme. Donc, faites attention à votre âme. Euh, Prenez soin de votre âme. Je vous embrasse très, très, très fort. Merci à l'équipe de Bérangèle, Sandra, Anna. Ça a été très, très sympa. Je vous embrasse très, très fort et vous souhaite une bonne continuation et bon appétit. Merci. Au revoir.